tous. Eh bien, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver donc dans mon émission hebdomadaire du mardi, puisque maintenant j'ai le créneau donc du mardi. Alors ce soir, on a une actualité morose, ça, vous le savez, je vais pas y revenir là-dessus, mais ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est journaliste et essayiste, et il est le fondateur de Putsch Média. Rien que ça, amis internautes, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et il anime donc l'émission Putsch Live, sur YouTube, qui compte plus de 147 000 abonnés. Il est également matinalier sur Tocsin, et depuis octobre 2025, il co-anime l'émission Alerte Générale sur TV Liberté avec Alexis Poulain. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'y participer il y a peu. Voilà, je vous fais pas languir plus avant, amis internautes. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Vidal. Cher Claude, salut, merci beaucoup de ton invitation en tout cas. Voilà. Merci Nicolas. Merci Nicolas, c'est un plaisir de t'avoir. Écoute, c'est un plaisir un peu rare, mais c'est un énorme plaisir finalement de t'avoir. Alors écoute, tu m'as fait la gentillesse de me donner ton avant-dernier, puisqu'entre-temps, tu en as sorti un autre opuscule. Ouais. Et j'avoue que tu es né dans la tempête, Lettre à mon fils. C'est en auto-édition chez Amazon. Et d'ailleurs, amis internautes, vous pouvez le commander directement donc à Putsch Média, mais on vous mettra le lien à la fin de l'émission, donc pas de problème. Alors écoute, j'ai une tradition, Nicolas. Chaque fois que j'invite un écrivain, et si tu le veux bien, je lis la 4e de couve. Oui, bien sûr. Et puis après, écoute, on y va pour les questions. Hein. Ok, ça te va? Allez, c'est parfait, on est parti, pas de souci. Allez, c'est parti. Alors, jadis, des enfants naissaient dans le confort et les certitudes, et puis il y a ceux qui naissent dans la tourmente. Ce livre est l'adresse d'un père à son fils, écrite dans l'attente impatiente de sa venue, au cœur d'un pays qui sombre, d'un monde qui chancelle et d'une époque sans boussole promise au chaos. Entre un amour incandescent et une lucidité brutale, Nicolas Vidal dresse un portrait sensible de la paternité dans un temps d'effondrement. Il y parle d'héritage, de courage, d'humanité, mais aussi de cette France cabossée, oubliée, qui résiste dans l'ombre, celle des ronds-points, des villages qu'on méprise, et d'une résistance qui tente de préserver la dignité d'une nation. Il y raconte une promesse, ne jamais céder, ne jamais trahir ce qui fait un homme. Il livre à son fils ce qu'aucun manuel ne dit, comment se tenir droit, comment aimer sans se soumettre, comment garder la tête haute quand tout invite à la baisser. Ce n'est pas un livre politique, c'est un cri d'amour, une déclaration de guerre au renoncement, une lettre d'espérance rageuse à l'enfant qui arrive, à la mère qui veille et au pays qu'il faudra bien un jour relever. Et peut-être, en refermant ces pages, ce fils, le vôtre, le nôtre, deviendra un homme qui, à son tour, aimera, résistera et construira. Ouais. Écoute, franchement, ton livre est très bien écrit. C'est d'une grande sensibilité. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé et je me sens très très proche de ton écriture. Et alors, il y a une petite... alors, évidemment, comme... moi, à chaque fois qu'on m'envoie un livre, je stabilose des passages et j'ai stabilosé des passages sur ton livre, mais j'avais envie de stabilosser tout l'ouvrage parce qu'en réalité, tout est pertinent. Alors après, il faut faire des choix. Voilà. Oui, je sais. Ouais. Bon, j'en ai fait des choix. Et voilà, il y a un petit passage, là, par exemple, page 10, Ma France, celle que j'aime, où j'ai appris à marcher droit, sans la terre mouillée et le gasoil froid du matin. Ah, ça, j'aime bien. Elle parle bas, elle s'entraide naturellement, elle compte ses sous, aide ses proches. C'est la France périphérique, rurale, celle des départementales qui serpentent, des boîtes aux lettres cabossées, des supérettes qui font aussi office de bar, de bureau de poste et du dernier lieu de vie de la commune. Alors, Nicolas, est-ce que tu peux, déjà, pourquoi tu as eu l'idée tout d'un coup d'écrire cet ouvrage, donc Lettre à mon fils? Parce que je sais que donc tu es l'heureux père, un heureux père depuis peu. Ouais. Mais donc c'est courageux d'avoir écrit ça. Donc
Dis-moi un peu, raconte un peu. Bah, déjà, merci de m'inviter, mon cher Claude. Oui, bah, tu sais, c'est la paternité qui s'est offerte à moi, et c'est vrai que j'ai voulu revenir sur ce qui est l'engagement, voilà, parce que l'engagement, c'est un sacerdoce. Personne m'a obligé, mais j'y suis depuis un certain temps, et je le répète en permanence, j'y suis bien avant le Covid. L'ascension du Covid et ce qui s'est passé, l'écrasement d'une partie de la population pendant le Covid, eh ben, je l'ai vécu moi pendant les Gilets jaunes. Je rappelle que voilà, j'ai quand même été subi à des pressions pendant les Gilets jaunes parce que très vite j'étais dans les médias mainstream, notamment j'écrivais un peu pour le Figaro Vogue, j'étais sur Sud Radio et d'autres, et j'avais quand même une visibilité dans les médias, on va dire mainstream. Et puis quand les Gilets jaunes sont arrivés, j'ai écrit sur les Gilets jaunes. Je suis déjà allé sur les ronds-points dès le 18 novembre 2018, donc tu vois, J+1. Et puis, j'ai découvert une France d'où je suis issu, en fait, hein. Moi, je suis né à Nîmes. J'ai vécu toute ma jeunesse et ma prime adolescence dans un petit village gardois avec la fontaine, le platane, le bar du village. Et après, je suis parti à Montpellier, mais puis après, j'ai un peu étudié aux États-Unis aussi. Mais en fait, je me suis rendu compte en montant à Paris, quand j'ai monté Puig, quand je suis parti à Paris, j'ai quitté Montpellier, après je suis allé à Montpellier, j'ai quitté Montpellier pour aller à Paris monter Puig Live, Puig notamment. Et en fait, je me suis rendu compte quand les Gilets jaunes ont éclaté que la France dont je suis issu, je n'avais pas pris connaissance et conscience notamment d'état de délabrement dans lequel elle était, du mépris de classe dans lequel elle était. Et d'une partie de la population qui manifestement on lui avait enlevé son honneur, sa dignité, et on l'avait écrasé économiquement. Et ce cheminement-là m'a permis de revenir à mes racines. Et puis après le Covid, j'ai quitté Paris pour me réinstaller chez moi, au bord de la mer, dans l'Hérault. Et j'ai trouvé que c'était important. Et puis je voulais aussi, et puis cette partie notamment des Gilets jaunes qui a été importante parce que c'est là où je comprends en fait que le pays est en train d'être détruit, délibérément détruit. J'avais quelques notions, puisque je suis journaliste depuis 2007, hein, ça remonte pas à hier matin tout de même, ça fait près de 19 ans, près de 20 ans que je suis journaliste. Et ben, je voulais à un moment donné rendre hommage et rendre à mon niveau la dignité des gens avec qui je vis et dont je dis souvent qu'ils sont les miens. Je vis dans un petit village de l'Hérault avec son bar de village, avec son noyau dur de gens qui se connaissent, qui s'entraident. Tu as l'artisan du coin qui vient chez toi parce que tu as une fuite, ou au bar du village où tout se passe, où les gens s'entraident, se gardent les enfants. Enfin, vraiment, c'est une véritable communauté à part entière, puisque comme l'État est détruit, que l'État a renoncé, que l'État est devenu autoritaire, mécaniquement, les gens se recroquevillent en fait sur le territoire qui est le leur. Et ici, c'est au niveau d'un village. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler de cette France périphérique dont je suis issu et celle qui m'a tout donné. Bien sûr, l'éducation de mes parents, j'en parle beaucoup dans le livre, ce que m'a donné mon Oui, père, ce que m'a donné ma mère, oui, et je trouve que c'est absolument central. Et je voulais aussi donc cet enracinement, je voulais en témoigner, et je voulais également écrire ce livre pour mon fils qui a 6 mois, qui vient d'avoir 6 mois, et lui dire aussi ce que coûte l'engagement, mais ce qu'apporte l'engagement aussi, parce que tu sais que ce n'est pas sans conséquence de s'engager dans un pays comme la France aujourd'hui. Moi, je rappelle que pendant les Gilets jaunes, j'ai subi des pressions, j'ai été cambriolé 2 fois, notamment j'ai travaillé sur oui. RT France. Voilà, j'ai été braqué 2 fois chez moi et au bureau. Tout Ah oui. ça, voilà, donc tout ça coûte de l'argent, coûte cher, notamment, et ce n'est pas sans conséquence aujourd'hui de s'engager en France. S'engager, ça veut dire quoi? Moi, je suis dans aucun parti politique, mon cher Claude. Je n'ai jamais eu, même étudiant à la fac, je n'ai jamais eu une carte dans aucun syndicat. Je n'ai jamais été dans un syndicat et je ne suis aujourd'hui chez aucun parti politique et je n'ai jamais été jeune dans aucun parti politique. Mais s'engager, c'est-à-dire, aujourd'hui, l'engagement tel que je le conçois, d'avoir monté un média comme Putsch, de bosser sur Toxin, de bosser sur TVL et d'avoir une parole libre et de pouvoir inviter les gens qu'on a envie d'inviter parce qu'on estime que ces gens ont des choses à apprendre à notre public, à notre communauté. Et c'est de voir aussi être éditorialiste et poser des avis ou des éditos ou du moins des analyses qui vont manifestement à l'encontre de Doxa. Ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, ça a été le cas pendant la réforme des retraites, ça a été le cas pendant le Covid, ça a été le cas sur l'Union européenne, ça a été le cas sur tous les sujets, c'est le cas aujourd'hui sur le drame collectif que nous vivons, la situation ignoble, inadmissible d'une caste qui nous a livrés aux pédocriminels de toutes sortes et Oui. de tous bords.
bord. Et ces gens sont complices, involontairement ou volontairement, de ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui éclate, en fait, et quand tu vois ce livre-là, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il n'a jamais été autant d'actualité, parce que quand je dis à mon fils qu'il est né dans la tempête, il est né dans le chaos, ça n'a jamais été aussi vrai que ce mardi 9 juin à 20h11. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui en territoire très hostile, manifestement, avec une caste qui a pris les manettes de l'État, qui s'est bunkerisée, qui en utilise tous les rouages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des pédocriminels qui se promènent pendant des mois et des mois sans être entendus par un gendarme ou un policier, et tu as des amis agriculteurs qui sont mis en garde à vue sous 48 heures parce qu'ils ont eu l'outrecuidance à un moment donné d'aller sur une départementale avec un tracteur. Voilà. Donc tout ça, c'est un scandale absolu, et on a une classe politique absolument au-dessous de tout, et notamment l'opposition politique. Et là, il y en aura pour tout le monde ce soir, entre la LFI et le RN. Il n'y en a aucun, à part ramener sa grande gueule sur les problématiques, il n'y en a aucun qui a eu trois neurones dans sa tête pour penser à un moment donné à saisir une commission exceptionnelle ou une session exceptionnelle au Parlement, à l'Assemblée nationale, et balancer une motion de censure dans la gueule de tous ces gens. Voilà, pour au moins les faire partir. Alors ça ne réglera pas le problème, hein, parce que le problème, il est multiforme, et il va falloir à un moment donné entamer dès maintenant une réforme profonde et sanctionner les gens qui sont coupables et qui sont complices de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais au moins, tu vois, une classe politique, une opposition politique qui n'a de l'opposition que le nom, qui aurait pu très bien, très rapidement convier à un moment donné à imposer une session exceptionnelle et balancer une motion de censure contre Darmanin, Le Cornu et toute la clique des ozos qui sont toujours au gouvernement. Et mon fils est né là-dedans, et nos enfants sont nés là-dedans. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation, je le dis, dans un pays hostile, dans un véritable pays hostile, que ce soit l'insécurité dans les rues, que ce soit l'insécurité partout, l'insécurité économique, un effondrement de l'éducation nationale, des enfants qui vont à l'école publique et qui manifestement, on n'a pas donné aux parents les règles du jeu, et qui iront au crash personnel, et c'est une tragédie, alors que cette classe politique et cette élite politique a pris soin de mettre ses enfants dans des écoles privées hors contrat ou à l'étranger, où ils apprennent le grec et le latin ancien, ils savent lire, écrire, ils font la méthode syllabique, alors que nos enfants, nos petites têtes blondes, nous, sont en train d'être broyés dans les mâchoires d'acier de la bêtise, de l'abrutissement du programme Evrars et de l'éducation sexuelle et du wokisme. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc nous sommes un peuple même pas livré à nous-mêmes, parce que si nous sommes livrés à nous-mêmes, nous pourrions avoir une certaine marge de manœuvre, mais aujourd'hui nous sommes un État, nous concasse, nous brise littéralement, et laisse faire les pires atrocités. Voilà. Et on voit aujourd'hui toute la limite, et nous voyons sous nos yeux tous les jours, chaque heure, presque, alors peut-être exagéré de dire chaque heure, mais chaque jour nous voyons l'effondrement du pays. Nous voyons l'effondrement du pays, et nous, citoyens, toi, citoyen, et moi, alors jeune papa, et comme des millions, eh ben, je suis obligé de défendre ma famille, je suis obligé de défendre mon fils contre ça, et je ne laisserai pas faire ça. Et je ne laisserai pas faire ça, mais aujourd'hui, ne serait-ce que dire je ne laisserai pas faire ça, c'est-à-dire que ça devrait être la notion de survie de chaque citoyen, et bien aujourd'hui, c'est un délit, ce que je dis là. C'est un délit, c'est-à-dire que c'est un délit de citoyenneté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit, à un moment donné, de revendiquer quoi que ce soit, parce que si tu commences à ne serait-ce qu'à vouloir, à un moment donné, offrir à tes enfants, et à toi-même, et à tes enfants surtout, et aux gens, collectivement, nous ensemble comme nation, eh ben, c'est aller contre la doxa, c'est aller contre le rouleau compresseur, finalement, d'une doxa européiste, mondialiste, wokiste, qui a décidé pour nous, et qui nous contraint, bien entendu, partout la puissance de l'État à la mettre en veilleuse, et si on l'ouvre trop, bien sûr, d'avoir des problèmes. Voilà. Et c'est une folie. Tu te rends compte la régression civilisationnelle que ce pays a vécue en 40 ans. C'est une régression de liberté, de civilisation, de tout, régression culturelle, de régression intellectuelle, de tout. Ces gens sont en train de ruiner le pays, mais dans le moindre recoin qu'il existe encore d'à peu près sain, ces gens sont en train de ruiner le pays et font de nous des autruches et tubes digestifs. Et ceux qui ont l'outrecuidance de résister, ou du moins de se poser des questions, sont les parangons des poutinistes, du Kremlin, de l'extrême droite, des antivax et autres. Et finalement, ces gens-là, comme ils n'ont plus aucune capacité culturelle et qui confinent à la bêtise, eh ben, ils n'ont plus les moyens intellectuels de venir contredire, et ils n'ont plus les moyens intellectuels à un moment donné de nous prouver que leur politique est la bonne. Donc, ils sont bien entendu dans l'excommunication. Avant, c'était la police de la pensée, et aujourd'hui, c'est les répressions d'État qui est en train de s'abattre sur tout ce qui se permettent à un moment donné de la ramener, et d'essayer simplement d'avoir des analystes qui vont à contre-courant et qui n'appellent à rien d'autre qu'à réfléchir, qui
qui n'appelle pas à l'émeute, qui n'appelle pas à la sédition, qui appelle simplement les gens à proposer aux gens à réfléchir autrement et à faire leur propre idée par eux-mêmes, qui appelle simplement les gens et qui essaye de faire de la citoyenneté du bon sens, tout simplement. Et nous sommes, bien entendu, aujourd'hui les cibles d'un État et avec la complicité, bien sûr, de l'opposition politique, puisque je trouve que l'opposition politique, je le dis depuis un certain temps, sur tous les sujets, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'Union européenne et tous ces sujets-là, les fondements économiques, parle beaucoup, hein, fait beaucoup de TikTok, fait beaucoup de Snapchat, fait beaucoup de tweets sur X, fait beaucoup de plateaux télé, fait beaucoup de matinales sur les grands médias mainstream, Baratcha, comme on dit chez moi, Cascaille, comme on dit chez moi, mais la réalité, c'est qu'il reste bien en poste, parce qu'à la fin du mois, c'est 7 500 euros brut, plus tous Bien les sûr. avantages, qui fait à peu près 12 000 euros. Et je le dis avec ce scandale national, cette indignité nationale de ce meurtre de Liana et des autres. Pensons aux autres aussi. Il y a Liana et qu'elle repose en paix, Oui, Liana, et que et le soutien de sa famille malheureusement. doit être sans faille, sans faille. Et je pense à la mère de Rosa, et je pense à Rudy, ce père de famille qui était hier soir sur BFM, notamment, qui a donné une affaire qui est similaire. Alors, et heureusement que sa fille n'est pas décédée, mais elle a été violée. Et, euh, et le violeur en question et court toujours à 3 kilomètres de chez eux. Il n'a jamais été entendu par les services de police ou de gendarmerie. Nous devons, nous battre contre ça. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Avec aucun moyen. Et nous sommes là, comme des lapins pris dans les phares des voitures, et nous devons, on doit la fermer. On doit la fermer. Jusqu'à quand nous devrons la fermer, en fait? Et c'est une réalité. Et moi, je suis à la fois excédé, inquiet, et je me dis, mais, et tu vois, excuse-moi pour ce long préambule, et je m'excuse Non, mais vas-y. voilà, là-dessus, c'est C'est que la réalité, c'est que je vais donner un exemple très simple. Je parlais de l'opposition qui aurait pu très bien convoquer une session exceptionnelle et voter une motion de censure pour dégager ces gens. Qu'un Gérald Darmanin ce soir ne soit toujours ministre de garde des Sceaux est un scandale. Ça va s'ajouter à la liste des centaines et des centaines et des centaines de scandales que ce pays connaît d'une caste politique absolument hors sol qui ne pense qu'à elle-même. Opposition politique comprise. Et tu vois, quand je suis allé hier soir au rassemblement, autant, aussi bien en tant que journaliste, mon cher Claude, qu'autant que citoyen, en tant que papa, jeune papa, eh ben, tu vois, Montpellier, j'avais quelques appréhensions parce que je me suis dit, on sera même pas 100, je l'avais dit. Eh ben, on était 700, on était 800 hier soir à Montpellier. Mais nous n'étions pas assez nombreux. Nous n'étions pas assez nombreux. Nous n'étions pas assez nombreux. Montpellier, c'est 350 000 personnes en aglo, d'accord? Eh ben, ces gens, 700 sur 350 000 personnes, oh, eh ben, tu te rends compte que ça représente, c'est rien, c'est peanuts. Alors oui, on a vu des images de gens déterminés, mais dans une dignité. Moi, il n'y a eu aucun débordement, hormis à Paris, parce que le préfet de police de Paris, cet émérite notable qui a voulu interdire la manifestation à Paris, place Vendôme, où on a vu, bon, on a bien vu, même mieux que les forces de l'ordre ont laissé passer à un moment donné parce qu'ils se sont bien rendus compte que leur blocage, notamment de la place Vendôme, était illégitime. Et on a bien vu qu'à un moment donné, ces gens ont laissé passer, on a vu toutes ces images des barrières de gens qui n'étaient pas du tout véhéments, qui ont simplement voulu s'approcher du ministère de la Justice. On a eu quand même vu des policiers cagoulés. Une nouvelle fois, il faudra qu'ils m'expliquent à la préfecture de police de Paris comment on peut dans ce pays encore avoir des policiers cagoulés, hein. C'est un scandale. Ce n'est pas des policiers antiterroristes. Je peux comprendre qu'une brigade antiterroriste se cagoule pour intervenir sur des opérations très risquées. Je l'entends tout à fait. Mais nous avons encore vu hier soir des images, notamment de nos confrères de CL Presse, où nous avons encore certains policiers qui ont des masques jusqu'à là en plein mois ouais, de juin. À un moment donné, ouais. il va falloir arrêter tout ça parce que nous vivons une véritable folie. Une véritable folie. Mais pour en revenir à la question de départ, c'est-à-dire, et à mon avis de départ, c'est-à-dire que nous n'étions pas assez nombreux hier soir. Nous n'étions absolument pas assez nombreux. Parce que si nous étions, hier soir, nous aurions été 500 000 sur l'ensemble du territoire, mon cher Claude. 500 000, 1 million. Allez, partons sur 500 000. Soyons assez modestes, hein. Soyons assez modestes. Eh bien, ce matin, Gérald Darmanin, il aurait démissionné. Il aurait démissionné avec Laurent Nunez. Ils auraient tous les deux démissionné. Et voilà. Mais tu vois, à un moment donné, ce qui est terrible dans ce pays, c'est que il a été beaucoup question pendant la crise Covid, et je l'ai beaucoup entendu, et toi aussi, j'imagine, et beaucoup de gens qui nous regardent ou qui nous regarderont l'ont entendu. Finalement, comment il serait possible que cet État nous veuille du mal? Parce que cette idée, finalement, de la bienveillance d'État est une escroquerie intellectuelle, littéralement. Oui, Donc, il y a l'apathie populaire, mais il y a l'escroquerie intellectuelle de dire, et puis une imbécilité collective aussi, hein, il faut le dire, il faut employer les mots. On te dit, il n'est pas possible que ces gens me veuillent du mal. Donc, s'ils prennent ce genre de décision, c'est que forcément, ça a un sens, tu vois. Eh ben, on se retrouve dans cette situation-là. Tout simplement, c'est-à-dire que s'il y avait une pression populaire aussi pacifique soit-elle, hier soir, on aurait été entre 500 000 et 1 million dans la rue, devant les tribunaux, simplement pour créer notre colère et laisser la parole aux victimes. Je peux t'assurer, mon cher Claude, que ce que j'ai entendu hier soir, et ce que nous avons entendu probablement tous les gens qui ont participé à ça, les témoignages
de victimes, d'enfants violés qui sont devenus grands, ou de mères où on leur a enlevé leurs enfants, ou toute une série, moi, ça m'a retourné l'estomac. Ça m'a retourné l'estomac ce que j'ai entendu. J'ai eu du mal à dormir cette nuit. Pas comme Darmanin qui dit qu'il a du mal à dormir depuis le meurtre ignoble de Liana. Moi, j'ai eu du mal à dormir des témoignages et alors, la prise de conscience sont là, mais de ce que l'État peut laisser faire aujourd'hui, ce que la chaîne pénale peut laisser faire aujourd'hui, c'est un scandale. 70 000 plaintes en souffrance, c'est un Oui, scandale. Ces oui, gens devraient démissionner, partir loin, partir très loin, partez au Groenland, partez, cachez-vous, on ne veut plus vous voir. C'est un scandale. Comment, à un moment donné, un État comme la France, une chaîne pénale de la France et comme une classe politique dans son entièreté, les responsables politiques peuvent laisser 70 000 plaintes en souffrance, opposition comprise. C'est absolument un scandale sans nom. On a l'impression aujourd'hui de découvrir qu'il y a 70 000 plaintes de suspicion de viol sur les mineurs qui sont là, sur les bureaux des procs ou les substituts procureurs ou dans les gendarmeries et la police. Mais comment les forces de l'ordre peuvent-elles accepter aujourd'hui, notamment, et la chaîne pénale peut-elle accepter d'avoir ce chiffre indigne avec un Darmanin qui te dit aujourd'hui, oh vous comprenez, eh bien, vous partirez pas en vacances parce que d'ici le 14 juillet, il faut avoir tout traité. Mais de qui se moque Gérald Darmanin? De qui se moque-t-il ce monsieur? Il a été ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Justice, et il n'était pas au courant de tout ça. Et je me souviens de Macron Choupinet Premier, dont j'ai plus envie de rigoler maintenant avec lui, qui disait notamment dans la dernière partie de le débat l'entre-deux tours face à Marinette Le Pen, tu sais, Marinette Le Pen, en disant je veux avoir un dernier mot pour la protection de l'enfance. Nous ferons tout pour protéger nos enfants. Ce monsieur nous a confinés, ce monsieur a fait une génération de gamins qui sont totalement fragilisés par ce confinement qui a été absolument immoral au possible et inhumain au possible. Et voilà que ce monsieur nous vient nous dire qu'à un moment donné, il veut qu'on arrête de parler de moyens. Il n'y a pas que les moyens, bien entendu, il y a un manque de moyens, mais il n'y a pas un manque de moyens. C'est un naufrage collectif, Claude. Un naufrage collectif qui ne nous concerne pas, qui nous concerne, mais dont nous ne sommes pas les responsables. Le naufrage collectif, il est de la caste politique, des administrations, des chaînes pénales. Ces gens-là devraient avoir honte. Honte aujourd'hui d'avoir 70 000 plaintes de suspicion de mineurs qui sont posées sur le commissariat. Et ces 70 000 plaintes ne correspondent en rien à l'immensité des faits graves de viol sur mineurs et d'attouchement qu'il y a, parce que les 70 000 plaintes, c'est quoi? Ce sont des gens qui ont fait le terrible effort, Claude, le terrible effort de passer la porte d'une gendarmerie ou de commissariat pour aller déposer plainte pour des choses qui sont gravissimes. Imagine l'état d'esprit dans lequel nous pourrions être, dans lequel on va poser plainte pour un fait aussi grave, aussi ignoble soit-il. Ça veut dire qu'il y a énormément de plaintes qui n'ont jamais été posées parce qu'elles n'ont pas été, finalement, les gens n'ont pas osé porter plainte, peut-être, ou voilà, parce que pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises, peu importe, là n'est pas ici, ce n'est pas un prétoire, ce n'est pas un tribunal. Mais ça veut dire que ces gens se découvrent aujourd'hui, nous décrivons depuis 3 jours qu'il y a 60 000 plaintes de viols sur mineurs. Et comment, et quand j'écris ce livre, Tu es dans la tempête, je n'avais pas conscience de ça. Je savais qu'il y avait un véritable problème de pédocriminalité en France. Bien entendu, comment ne pas s'en rendre compte? Et on se retrouve quand j'écris ce livre-là. Et là, aujourd'hui, je me dis, ce livre-là, en fait, il est presque incomplet, j'ai envie de te dire. Mais il est pas incomplet dans les faits, peut-être. Mais il est complet dans le fait où j'estime que oui, mon fils et nos enfants sont nés dans la tempête, sont nés même plus que dans la tempête, dans le chaos. Et nous devons les protéger. Et nous devons les protéger contre qui, contre quoi? Nous devons les protéger contre un État qui s'immisce partout, qui vient partout, qui rentre dans les foyers partout, qui oblige tout, qui contraint tout et qui abrutit nos gamins avec l'école publique. En plus, délibérément, et je continue à le maintenir, ces gens abrutissent les gamins délibérément dans l'école publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un cancer absolument dingue, et je vais en parler de ça parce que je sens que c'est un volet. Tu m'arrêtes hein, si jamais je vais trop loin, non, non, mais du moins vas-y. si je sors des questions. Écoute, c'est bravo pour ton plaidoyer. Je partage à 100%. Continue, Nicolas. Non, mais voilà, et c'est pour ça que, tu sais, la pierre angulaire, j'en parlais rapidement, mais la pierre angulaire, c'est l'apathie populaire. C'est l'apathie Oui, populaire. Parce que, malheureusement. si, je le répète, si hier soir on était ne serait-ce que 500 000 dans les rues, devant les tribunaux, une nouvelle fois en dignité, hein, de façon, je dirais pas bienveillante, parce qu'il faut pas être bienveillant, mais au moins montrer simplement, faire acte de présence, et bien très clairement, je peux t'assurer que ce matin, cette clique, cette clique aurait démissionné. Au moins Darmanin aurait démissionné. Darmanin ne démissionne pas pourquoi? Parce que Macron ne lui demande pas de démissionner. Les députés, ils font leur job, leur job de communication en gueulant sur les réseaux sociaux et sur les télés. Ben, ils gueulent partout maintenant. Ils gueulent partout. Mathilde Panot, Ciotti et toute la clique, la Marine Le Pen et consorts,
À un moment donné, on ne parle jamais de justice à l'Assemblée nationale, il n'y a pas des commissions, vous n'avez pas des députés en commission, vous n'avez pas des affaires, votre boulot, c'est pas de travailler sur ça. Donc vous découvrez, vous aussi, que 70 000 plaintes, vous avez trop beau jeu aujourd'hui de venir à un moment donné faire les matamores de la vertu et vous draper une espèce de vertu. C'est un scandale, c'est un scandale, un scandale. C'est un naufrage collectif de notre représentation nationale, un naufrage collectif de la caste politique, un naufrage collectif de la chaîne pénale dans son ensemble. Et je en ai marre d'entendre l'histoire des moyens. Il n'y a pas que l'histoire de moyens. Il y a une histoire qu'à un moment donné, ces gens nous ont laissé submerger. Et aujourd'hui, on te dit, Darmanin, je le répète, te dit manifestement, ben on va faire 60 000 plaintes, vous partirez pas en vacances. Et donc, j'ai lu pas mal de choses à droite à gauche, comme toi, je suis journaliste et on m'informe. Mais certains forces de l'ordre me disent, mais Nico, en fait, tu sais que nous, on est au PJ, mais ça veut dire qu'on laisse quoi? On laisse tomber le reste? On laisse tomber tout ce qui va arriver maintenant? Toutes les agressions, tout ce qui arrive maintenant dans les rues tous les jours en France, dire qu'on va se mettre sur ces dossiers-là, ce que j'entends, mais ça veut dire qu'on va finalement laisser tomber tout le reste. On va mettre, encore une fois, le couvercle sur l'ensauvagement de la France pour traiter ces 70 000 plaintes qu'on n'arrivera pas à traiter d'ailleurs en l'espace d'un mois, c'est pas possible, c'est absolument impossible. Et donc on se retrouve dans une situation de chaos total parce qu'on est une nouvelle fois dans la communication la plus primaire et la plus indigne de la part d'ailleurs, et tout le monde se renvoie la balle. Hein. Tu as remarqué que le syndicat Oui. magistrature a fait des communiqués de presse, c'est pas notre faute, c'est le manque de moyens, eux, c'est votre faute. Le ministre de la Justice, moi, tout ce que j'ai fait, c'est génial, mais je suis là que depuis un an, donc je ne peux pas faire plus et je vais essayer de faire autre chose. Laurent Nunez qui nous a dit, je vais faire des rappels à l'ordre en circulaire aux gendarmeries, à la direction nationale. D'ailleurs, au moment où on parle, il y avait le général en chef de la gendarmerie nationale qui a dû s'exprimer sur TF1 pour te dire comment il y a le feu, hein, pour te dire comment il y a le feu aujourd'hui, concrètement. Mais tout le monde l'a arrêté, c'est personne. Personne n'est Oui, responsable. c'est Personne n'est ça. responsable. C'est un C'est ça. scandale. Donc, si personne n'est responsable, d'accord, soit, mais à quoi servent nos impôts, en fait? À quoi servent nos impôts? Donc, on est Absolument. littéralement emmuré dans un pays d'un État qui ne nous veut pas du bien, manifestement, une opposition politique qui ne nous défend pas, et de droite et de gauche, et de la LFI-ORN. Manifestement, ces gens gardent en poste, et l'obsession première aujourd'hui, c'est 2027, c'est comment on se positionne sur la ligne de départ pour être le plus près possible de l'arrivée, soit être élu président, soit rentrer dans un ministère. C'est juste ça. Et ils sont Ouais, c'est ça. tous absolument nubilés. Donc ils vont surfer sur l'IANA, puis ils vont surfer sur l'Iran, puis ils vont surfer sur l'Union européenne. Et voilà. Et on se retrouve là-dedans. Et pendant ce temps, le pays est en train de s'effondrer sous nos yeux et on le voit, on peut le mesurer tous les jours. Tous les jours, on peut mesurer, on pourrait avoir un gradient qui mesure tous les jours l'effondrement du pays. Voilà. Et une nouvelle fois, les principaux responsables de tout ça, alors les principaux responsables, je vais gérer, mais là où il y a une défaite littéralement de la démocratie, il y a une défaite de la pensée. Et ça, c'est un livre de Finkielkraut que j'aime beaucoup, Défaite de la pensée, un livre à lire, hein, vraiment passionnant sur cette défaite de la pensée. Eh ben, c'est qu'à un moment donné, il y a une partie de la population qui a estimé qu'il s'était autodissous dans une espèce d'égoïsme, d'hédonisme, dans lequel ils n'ont rien à amener à la nation. Ils ont tout récupéré de la nation, c'est-à-dire leur formation, leur retraite, le RTT, leur sécurité sociale, mais en contrepartie, ils ne lui doivent rien. Ils ne lui doivent rien. Et jusqu'à là, tu pourrais te dire, bon, si les gens vivent à peu près correctement, ce qui n'est plus le cas, puisqu'on a vu que l'effondrement économique du pays est là, mais là, je vise précisément les gens que je connais, que nous connaissons tous, qui ont des enfants, et qui hier soir ne sont pas venus à Ouais, Montpellier, à Nice, ouais. à Marseille, à Rennes, à Brest, à Dunkerque, à Cambrai, à Paris, à Strasbourg, partout. Où étiez-vous? Où étiez-vous hier soir à 18h30? Oh ouais, mais j'avais Basic Fit. Oh, j'avais un Morito fraise prévu. J'avais un pal de prévu. Ouais, mais tu comprends, il fallait que je garde ma gamine. Oh, mais tu comprends, j'étais encore au boulot. Mais un truc comme ça, il faut tout à faire cessante, il faut venir en fait. C'est une Bien. priorité absolue, une priorité absolue. Ça devrait, voilà. Et donc on me dit oui, tu comprends, les gens ils peuvent pas toujours se déplacer. Alors que le mardi matin à 9h, il n'y a pas grand monde, je l'entends. Mais un lundi soir à 18h30, voire 19h, c'était pour ça que les manifs étaient prévus à 19h, pour que les gens aient le temps de venir s'y joindre, notamment faire juste acte de présence. Et ce soir, dans les gens dont je parle, mon cher Claude, c'est terrible et terrifiant à la fois, parce qu'ils font quoi en ce moment? Il est 20h29 là. Ils ont déjà fini leur croustille, ils sont en train d'attaquer leur yaourt, et dans 7 minutes, ils regarderont Netflix. C'est malheureux, mais c'est tout Tu à vois, fait ça. Ouais. vous êtes tout Ouais, bordel. Vous êtes tout ouais, bordel. c'est ça. Tu vois, C'est je, ça. je vais te faire une confidence. Je le dis, mais hier soir, dans la voiture, je voulais faire une vidéo. Je voulais prendre mon portable et faire une vidéo pour m'adresser à ces gens. Tu sais que j'ai écrit Lettres aux autruches sur Tube Digestif. Oui, je l'ai lu Et d'ailleurs. voilà, Oui, oui, c'est très voilà. bien. Et c'est celui-ci. Et je me suis dit, tu vois, je me suis empêché de la faire.
On dit notamment un homme, ça s'empêche. Eh bien, je me suis empêché de la faire. Pourquoi? Parce que j'aurais été trop virulent. J'aurais été Ouais. beaucoup trop virulent et ça aurait pas été bien. Et je ne l'ai pas fait parce que je me connais, je suis volcanique, mais là, je suis arrivé à un niveau où je trouvais que l'apathie populaire avait quelque chose de, il y a quelques mois, quelque chose de tragique, mais à la fois quelque chose de charmant. Là, ça n'a plus rien de charmant, en fait. Absolument plus rien de charmant. Parce que tu t'intéresses pas à la réforme des retraites. D'ailleurs, ils vont nous la caler à 70 ans, hein. Ah oui, oui, Ça oui, fait, j'ai ça vu. fait 10 ans que je le dis, enfin pas que moi, on est quelques-uns à le dire, ils sont en train de réfléchir à 67 et demi là, hein. Ouais, ouais, Que tu ouais. ne dises rien sur les gilets jaunes, que tu ne dises rien sur le carburant, que tu ne dises rien sur le prix de l'énergie, que tu ne dises rien sur l'inflation, que tu ne dises rien sur l'insécurité, mais que tu fermes ta grande gueule sur tes enfants, c'est innommable. Innommable. C'est absolument inadmissible. C'est absolument inconséquent. Inconséquent que ces gens-là, pour leurs enfants, ne bougent même pas le petit doigt. Oui, mais je ne savais pas. Oui, mais je n'avais pas vu. Alors, si tu n'as pas vu, vous qui passez 3 4 heures par jour sur vos réseaux sociaux, sur vos téléphones portables à scroller sur Snapchat, sur Instagram, sur Facebook, vous êtes complètement embubulé, qui regardez les paires de chaussures sur Temu ou sur Shein ou je ne sais quelle vidéo d'un ami ou d'un cousin, parce que très bien, si vous n'avez pas vu ça hier, c'est que vraiment, vous êtes aveugle. Et ce soir, tu vois, le soufflet, il est pas retombé, c'est pas vrai. Mais tu vois, si on avait été 500 000, eh ben peut-être que ce soir, il y aurait eu de nouveaux rassemblements devant les Bien tribunaux. sûr, Il y aurait c'est eu de vrai. nouveaux rassemblements. On n'était pas assez nombreux ce soir pour remettre les couverts. C'est ça l'arrêté. Si on avait été 500 000 hier soir, ou même 300, 400 000 sur toute la France, ce soir, il y aurait eu de nouveaux rassemblements. Une nouvelle fois, je veux dire, dans le respect et sans violence. Une nouvelle fois, j'insiste parce qu'il faut toujours insister là-dessus, parce qu'ils sont quand même assez taquins avec ça, hein. Voilà. Oui, Mais hier, tu vois, voilà, il y aurait eu des rassemblements. Simplement, les gens auraient pris l'habitude au mois de juin, c'est le début de l'été, il fait à peu près bon partout. Même si plutôt plus au nord, bon toi tu habites plus en Normandie, mais il faut mettre un petit kawaii, un petit ciré. Je peux t'assurer que ce soir, ici chez moi, il fait 26 degrés, il fait un peu gris, il fait pas chaud. Les gens auraient, à un moment donné, peut-être pendant quelques jours, au moins maintenu une pression populaire tout à fait calme et pacifique devant les tribunaux judiciaires. Et là, il y aurait eu notamment la question de la démission de ces gens se serait posée, oui, tout oui, oui. simplement. Mais quand tu as des gens qui ce soir sont derrière là, ils ont encore le bout de croustille là, ils sont au yaourt et ils vont regarder la série débile sur Netflix parce que c'est formidable et que demain ils partiront au boulot à leur petite voiture. Mais pour vos enfants, c'est absolument indigne. Indigne de ne pas bouger et ne pas vous renseigner ce qui se passe. Vous ne pouvez pas ne pas savoir ce qui se passe avec Diana. Tous les médias mainstream en ont parlé parce que quand on me dit oui, mais les gens ils regardent BFM. Oui, mais justement, s'ils regardent Bah, BFM, c'est que là justement, ils oui. l'ont vu ça. Ils ont su qu'il y avait des rassemblements. Ils l'ont su et vous n'y êtes pas allé. Et vous n'y êtes pas allé. Moi, j'habite à 12 minutes du centre-ville de Montpellier. Les gens qui habitent autour de chez moi, là, j'en connais beaucoup. Je n'ai pas vu un hier soir. Pas vu un. Ils ont tous des enfants. Voilà. Je suis. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que la trahison continue. La trahison se nourrit de l'apathie populaire. La Oui, trahison exact. politique de la caste se nourrit de l'apathie populaire. Je suis allé hier, je le répétais tout à l'heure, je le disais dans mon live, pour aller à Montpellier, je dois accéder à Montpellier puisque nous avons un maire écolo responsable qui a fermé, qui a bunkerisé le centre-ville avec des pistes cyclables et des bornes partout, donc on ne peut plus accéder au centre-ville de Montpellier en voiture ou très peu, sinon tu te fais amender. Donc je suis obligé de me garer dans un centre commercial qui s'appelle le Polygone pour ceux qui connaissent, parce que c'est mon côté, c'est le plus simple. Et donc le problème avec le Polygone, mon cher Claude, quand je me gare au -1, je suis contraint de monter dans cette fourmilière d'autruches et tubes digestifs qui se comptent par 3 étages avec des boutiques et des boutiques et des boutiques. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont fermées parce que les gens sont en train d'être pendus économiquement. Et donc, à 5h15, quand j'ai accédé par le escalator dans le centre commercial du Polygone, j'ai vu comme pendant les Gilets jaunes. J'ai vu comme les manifs anti-pass. J'ai vu cette foule hagarde, cette foule zombifiée, cette foule de somnambules zoner dans le centre commercial, aller de boutique en boutique, de boutique en boutique, de boutique en boutique, alors qu'à 500, à 433 mètres d'ici, il se tenait une manifestation, un rassemblement extrêmement important pour l'avenir de notre pays. Et je voyais des mères de famille, je voyais des parents, je voyais des gamins, machin et tout, des ados qui se baladaient avec les téléphones. Ils sont trois, ils sont tous avec les téléphones, pas des téléphones comme ça, tu sais. Voilà. Et là, je me dis, C'est ça. voilà. C'est vrai. Et en redescendant à 20h, parce que je suis resté pratiquement 2 heures au rassemblement, eh ben, les mêmes images, des gens qui Ouais. déambulaient sur la Comédie, des gens qui allaient manger des glaces place Jean Jaurès, des gens qui buvaient des coups en terrasse,
Tu vois? Et ça me fait penser à ce que me disait l'ami sur le nom de Despot, que je salue, un grand ami à moi, qui a vécu le conflit yougoslave. Et il me disait, tu sais, en Yougoslavie, un mois avant les bombardements et l'horreur de ce conflit, l'horreur de ce conflit. D'ailleurs, l'Union européenne a déjà commencé à exister. Du coup, comme quoi, l'Europe et la paix, c'est pas tellement vrai. Et Slobodan, le fond du propos est le suivant. Slobodan m'a toujours dit, il m'a dit, mais tu sais, un mois avant que ça éclate chez nous, qu'il y ait des massacres de masse, des viols collectifs de masse, enfin, les bombardements, des milliers de morts de civils, eh ben, les cafés étaient pleins, les boîtes de nuit étaient pleines et les plages étaient bondées. Ouais. Voilà. Et quand tu écoutes Slobodan Nesfa, tu n'es pas que Slobodan, parce que je fais toujours référence à ça, parce que je connais Slobodan depuis plus de 20 ans, donc ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et quand il me dit ça, je me dis, tu vois, en fait, ça nous éclaire énormément sur ce que nous vivons. Cette apathie populaire. Cette Oui. apathie populaire qui, en fait, n'est que le terreau, le carburant de la trahison de la classe politique, qui, aussi bien du gouvernement que de l'opposition politique, en disant, tu sais, les Français, dans 4 jours, on parlera d'autre chose. On parlera d'autre chose. Par contre, les crimes, les viols, les attouchements continueront. Continueront parce que rien ne sera mis en place pour, à un moment donné, avoir une force de frappe suffisante pour, à un moment donné, essayer au plus rapide, au plus pressé, d'au moins d'incarcérer les gens qui sont véritablement des pédocriminels. C'est la réalité de l'histoire. Quand tu vois ces gens qui ont, pendant 8 mois, 9 mois, ouvré, ces gens sont plus libres que nous pendant le Covid. Ces gens sont plus libres que les agriculteurs. Ces gens sont plus libres que tout le monde aujourd'hui, concrètement. C'est fou, hein, dire qu'on les laisse faire ce qu'on veut, alors que ces gens ont des plaintes comme as. Tu vois, alors je sais pas de gars, je fais comme as, tu vois, long comme le bras, pardon, je vais préciser, je fais vraiment long comme le bras, c'est le geste que j'ai fait, c'est long comme le bras. C'est long comme le bras. Ils ont des casiers ou des plaintes longs comme le bras. Et j'ai un bras très long, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de plaintes. Tu vois, je veux dire par là. C'est qu'on se rend compte que, véritablement, on est là-dedans. On est là-dedans. Et je me dis, ces gens qui ont vraiment des plaintes et des signalements, une nouvelle fois, longs comme mon bras, tu vois, ils se retrouvent finalement pas inquiétés par la justice. Donc ça génère quoi, mon cher Claude? Ça génère une forme d'impunité. Oui, c'est ça. D'impunité. C'est Voilà. ça. Et je vais le dire, j'ai envie de savoir, sur les 70 000 plaintes, qui ça concerne aussi. Par des plaintes, j'aimerais savoir qui ça concerne. Il y a des plaintes aussi, j'aimerais savoir si ça ne concerne pas. Voilà, il y a quand même pas mal de plaintes qui sont posées, 70 000. Il y a d'avoir quand même un quarteron de gens, une cohorte de gens, pas que des barellas, notamment, peut-être des. Voilà. Et donc, on se retrouve à se poser des questions. Mais ça fait de nous, à un moment donné, d'essayer de mettre le doigt quelque part où il ne faudrait pas le mettre. Voilà. Ouais. Et je trouve que cette espèce euh, d'aveuglement sur ce scandale. C'est un scandale d'État, hein. Les 70 000 plaintes, c'est Ah un oui, oui, scandale oui, oui. d'État. C'est un C'est un scandale d'État. scandale d'État, hein. Absolument. Il faut dire les choses, hein. C'est un Même, scandale d'État. C'est un scandale d'État. Et je n'arrive pas à comprendre que même les députés de l'opposition dans les différentes commissions, parce que quand je fais, tu sais, je fais notamment, je suis très taquin parce que je regarde pratiquement tous les, je me rends à chaque fois sur YouTube, notamment sur les diffusions à l'Assemblée nationale. Donc souvent, je prends des capteurs d'écran où il n'y a personne, et on me dit souvent, oui, mais ils sont en commission. Donc apparemment, il y aurait 45 commissions qui se tiennent tous les jours en simultané, avec 400 c'est à députés. peu C'est près, pour ça qu'ils sont c'est pas, à peu près ils sont ça, pas ouais. en chambre. Non, mais voilà. Ouais, c'est pour ça Donc, qu'ils sont pas là, ouais. voilà. Ouais, ouais. Donc, il y en a pas un, à un moment donné, il y a pas un député, notamment, comme le très bon travail de Charles Lalonde, on peut pas espérer que sur les 577 députés, il y en ait pas un, à un moment donné, qui se soit quand même penché sur la question de 70 000 plaintes pour suspicion de viol sur mineurs et d'agression sexuelle dans ce pays. C'est trop petit pour qu'à un moment donné, des députés s'en saisissent. C'est trop petit. D'accord. Et Darmanin nous dit qu'il a convoqué les procureurs généraux et que maintenant il a fait un conseil, pas un conseil de défense, mais en urgence les ministres. Et Darmanin, il s'en rend compte maintenant. Et les services du ministère de la Justice s'en rendent compte maintenant. Au ministère de la Justice, il n'y a personne qui le sait quand même. Personne ne sait qu'il y a 60 000 plaintes en souffrance. On l'apprend maintenant. Mais enfin, à un moment donné, mais rien ne tient la route en fait. Rien ne tient la Non. route, mais rien ne tiendra la route tant que les Français massivement, je ne parle pas des gens qui nous regardent et de nos communautés respectives, qui sont déjà très au fait de tout ça, d'ailleurs qui sont traités allègrement et nous-mêmes de complotistes, bien entendu, c'est bien trop facile tout ça. Euh,
tant que les gens ne bougeront pas et qu'ils resteront devant. Je suis désolé, je fais une fixette sur Netflix, bon, on veut dire Amazon Prime ou d'autres, je m'en moque, hein, peu importe. Je n'ai pas d'action, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ces marques américaines, je le précise, parce que voilà. Mais je veux dire par là, c'est que tant qu'il n'y aura pas cette pression populaire, eh bien, il n'y aura rien. Regarde pendant le prix du carburant, je te le dis très clair, les infos que j'ai eues de Bercy, c'était très clair. C'est tant que les Français ne bougeront pas, on ne baissera pas les taxes. Ça Ah m'a oui, été dit à oui, c'est plusieurs clair. reprises. Ça m'a été dit à plusieurs reprises de Bercy. Il m'a dit, tu sais, tant que les Français ne bougent pas, nous, on ne bouge pas. Ouais, Donc, les bah, certifications écologiques de 0,17 centimes par litre, ça n'a pas bougé. La TICPE, ça n'a pas bougé. La TVA, ça n'a pas bougé. La TVA sur produit, ça n'a pas bougé. Les taxes n'ont pas bougé parce que les Français n'ont pas bougé. Et on te le dit, hein. Je rappelle aussi, pendant la réforme des retraites, où il y a eu des grèves, l'émérite Elisabeth Borne, qui veut se présenter elle aussi à Mamie Vapote, qui se tape des barres de vapoteuses, qui se tapait des barres de vapoteuses, notamment à l'Assemblée nationale, ça ne dérange personne, hein. Toi, je vais fumer une clope sur un quai de gare, tu vas prendre 135, mais elle va pas dans l'Assemblée, ça pose pas, devant quatre huissiers, ça pose pas de problème, mais peu importe. Voilà. Elle disait, notamment à la réforme des retraites, ils ont qu'à faire grève, dans 8 jours, quand ils auront bien faim, ils rentreront chez eux. C'était dit clairement, hein. C'était dit ah ouais, clairement à mais Matignon. C'était c'est dit tout le clairement à mépris de Matignon. la caste. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Tu ça. vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans cette histoire-là, et c'est pour ça que quand j'écris ce livre, Né dans la tempête, c'est-à-dire que j'essaie, à un moment donné, avec mes moyens, et je préfère préciser très clairement à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, que ce n'est pas un manuel de parents parfaits, hein. Je préfère le dire de suite. C'est ma vision de mon engagement, et ce que j'ai subi et vécu, et ce que ça m'a apporté aussi, Claude. Ce que ça m'a apporté de m'engager avec la foule de gens que j'ai rencontrés, dont toi, et vous êtes beaucoup, et des anonymes aussi que je rencontre tous les jours. Hier soir, je me suis fait accoster une nouvelle fois par des gens qui me suivent, et je les en remercie parce qu'ils me remercient pour mon travail, comme toi et d'autres. Ils nous remercient pour notre travail, et ça fait toujours plaisir. Mais je veux dire par là, c'est que ça m'a aussi beaucoup apporté l'engagement. Mais il faut savoir ce que ça coûte également. Mais Oui. l'engagement apporte aussi le fait de pouvoir, basiquement, se regarder dans la glace, mais aussi ça t'épaissit, ça se structure, ça rend charnel finalement notre existence. Et aussi, on se bat aussi pour laisser à notre descendance un pays qui tient debout, un pays qui se relève. Tu l'as lu dans la préface, dans la quatrième de couve, pardon. C'est aussi pour donner l'envie à mon fils, notamment, de se battre et de ne pas accepter cet état de fait, de ne pas accepter ce qu'on a vécu pendant le Covid, de ne jamais l'accepter, de ne jamais accepter de perdre sa dignité, de ne jamais accepter de perdre sa citoyenneté, de ne jamais accepter de perdre son humanité. Jamais. Mais c'est compliqué, véritablement, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'ai essayé avec mes mots en 50 pages, c'est très court, hein, ça fait 50 pages, de donner et d'expliquer ce que j'ai vécu, ce que ça m'a apporté cet engagement et de ce travail que nous faisons avec sa maman aussi pour essayer de le protéger au mieux, de le protéger au mieux, de le tenir à l'écart de ce chaos, mais de le préparer. Parce que ce qui est terrible, mon cher Claude, Oui. Oui. nos parents, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, on en discute beaucoup avec mon père. Il me dit, mais c'était pas aussi dur qu'aujourd'hui de vous élever. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas autant de périls partout. De périls. Non. Tous les périls C'était qu'on a. pas à ce point-là. C'était Ouais. beaucoup plus simple. C'était Mm. beaucoup plus simple. Moi, j'ai Mm. eu une éducation, ouais, une éducation. On m'a mis la tête dans les bouquins, on m'a mis la tête dans la presse, j'ai été dans l'émulation culturelle en permanence. Bon, voilà, je suis né dans une famille en or, donc, et c'est vrai. Et tant mieux, c'est une chance, hein, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai une chance et j'essaye. Mais à cette époque-là, on en parle souvent, mon père, depuis que je suis papa. Il m'a dit, à cette époque, quand on t'est levé, il n'y avait pas tous ces périls de l'éducation, de l'insécurité, de tout ça. Non, C'était c'est beaucoup vrai. plus cool. Beaucoup plus C'est vrai. cool. Il n'y avait pas autant de drogue, protoxyde d'azote et consorts. Et aujourd'hui, c'est une vraie, euh, c'est une, j'aime bien dire, je vais donner un peu de souffle, tu vois, un peu de romantisme, pour essayer de ne pas être trop pessimiste. Je ne le suis pas. Si nous avons un enfant aujourd'hui, c'est que nous avons quand même quelques notions, quelques idées sur l'optimisme. Mais c'est une véritable épopée. Et c'est une protection de tous les trucs. Parce qu'en fait, l'État nous considère aujourd'hui pas comme des adversaires politiques, il nous considère comme des ennemis politiques. C'est vrai. Et tu changes de champ lexical. C'est le champ lexical guerrier. Dire que Mm. nous sommes, nous, des ennemis, littéralement. Donc, taxé d'être pro-Poutine, pro-Kremlin. Alors, je vais remettre les choses en place. Moi, j'ai bossé pour RT France pendant 3 ans. Je me suis régalé sur cette chaîne.
On m'a donné la parole et j'ai dit ce que j'ai voulu. Parce que les autres médias nous ont jamais invités. Et nous, nous avons sur chaîne. Et puis, C'est vrai. deuxième chose, machin, moi, une partie de ma famille est polonaise. Elle a fui d'une part les nazis, et puis après, elle a fui les gardes rouges. D'accord? Et nous, chez les Polonais, on n'est pas très potes avec les Russes. Donc, me faire, moi, le procès d'être un pro-russe, il faut quand même en vouloir. Tu vois ce que je te dis? À un moment donné, c'est quand même important. Et puis, à un moment donné, c'est pas parce qu'on me pose des analyses sur la guerre en Ukraine, je m'éloigne, je vais revenir immédiatement, ne t'inquiète pas, je ne vais pas partir de trop Oui, loin. oui, non, Dire, mais il n'y a pas de cette souci, vas-y, hein. question-là, quand je dis l'engagement pour recoller au sujet immédiatement, dire que quand tu invites, toi ou moi, on invite des gens pour parler de la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, et qu'on essaie d'avoir des analyses pondérées, c'est de Jacques Sapir, c'est de plein de gens, plein de gens hein, qui sont là. Je pense que Jacques Sapir, parce que je l'ai vu, je l'ai écouté ce matin sur Toxin, et j'embrasse toute l'équipe de Toxin, bien entendu. Et je me dis, dès qu'on donne la parole à des gens qui sont un discours qui n'est pas celui de l'OTAN, pas celui de l'Union européenne, pas celui de machin, on est forcément pro-russe. Donc Oui. moi, je suis déjà français, hein, j'aime mon pays, j'essaye par tous les moyens de parler la langue mieux que ce que je la parle aujourd'hui. C'est déjà un travail assez lourd. Je vais essayer de transmettre à mon fils cet amour à la langue française. Je n'ai que faire des ingérences étrangères. Voilà. Je pense que les ingérences étrangères, elles sont ministres de l'écologie avec l'OFAT, elles sont un peu partout. Elles sont de Bruxelles dans nos institutions, elles sont de Bruxelles à Bercy, elles sont les ingérences étrangères. Il y en a de toutes les sortes, hein, concrètement. Et je pense qu'il va falloir à un moment donné les hiérarchiser, vois-tu. Il va falloir hiérarchiser. Voilà. Mais pour en revenir à ça, j'essaye dans ce livre-là, du nez la tempête, bien entendu, de donner mon expérience et de donner quelques, pas des règles, mais tu vois, des chemins, de mettre des cailloux sur un chemin, concrètement, pour que mon fils le lise, ou le lisera, ou le lira pas. Mais j'essaye vraiment, vraiment, vraiment de lui donner cette expérience-là. Et après, ça ne sera pas que dans un livre, et je l'espère, parce que c'est toute une éducation, c'est toute une plein de choses. Mais c'est vraiment important parce que je pense que j'ai une urgence, mon cher Claude, à la transmission. Mm. J'ai été éduqué dans la transmission. Vraiment. Ça, nous ne sommes pas comptables du passé. D'accord? Mais nous sommes les obligés du futur. Et si tu es les obligés du futur, il faut connaître son passé. Il faut savoir d'où on vient. Il faut chérir l'enracinement qui est le nôtre. Il faut chérir son histoire. Il faut chérir son histoire personnelle de sa famille, mais il faut aussi chérir l'histoire de sa nation, avec ses bons et ses mauvais côtés, littéralement. Et il faut à un moment donné aussi, c'est par là qu'on se transmet, c'est par là qu'on fait un peuple, c'est par là qu'à un moment donné aussi, on transmet que quand on disparaîtra, les enfants que nous laisserons derrière nous, enfin devant nous, ou derrière nous plutôt, eh ben, ils seront en capacité aujourd'hui, capacité, eh ben, déjà d'être des citoyens et de pouvoir avoir une vie épanouie. Parce qu'en réalité, l'enrichissement, la façon de se passionner pour notre pays, pour la littérature, pour la culture, pour la capacité à discuter, pour avoir des valeurs. Les valeurs, c'est celle de l'amitié, c'est celle du pardon, c'est celle de la miséricorde, c'est celle à un moment donné de ce qui fait un être humain, de l'honnêteté également. Je pense que c'est comme ça que tu épaissis ton existence. Oui. Quels que soient les tourments qui nous accablent, et tu en sais quelque chose, et nous en avons vécu. Mais je crois que ça épaissit ton existence, et ça permet aussi d'aller au-delà. Et ça permet aussi de dire que, franchement, au crépuscule de ton existence, tu te dis, bah, tiens, tu vois, j'ai pas été bon partout. J'ai pas été bon partout, mais j'ai essayé de faire le maximum. J'ai essayé de faire le maximum et j'ai essayé de vivre, de donner et peut-être également d'avoir apporté à des gens ça. Et surtout, j'espère avoir laissé un pays au moins dans le même état que ce que je l'ai trouvé. Alors tu me diras, à l'époque de Macron, mon gamin, qui est né en 2025, avec l'état de Macron, j'ose espérer j'ose espérer que je laisserai un pays quand je disparaîtrai à mon fils qui sera bien meilleur que cette situation absolument apocalyptique et chaotique que nous vivons, clairement. Et tu es né dans la tempête, c'est filmé en 50 pages, c'est l'histoire d'une transmission. C'est l'histoire de la transmission que concrètement, tu vois, cette idée que je me fais de la transmission, tu vois. Et une nouvelle fois, j'insiste à tous les gens qui nous regardent, qui vont nous regarder, ce n'est pas un manuel du père parfait, hein. Je préfère le dire. C'est ma conception de la transmission et c'est ma conception de l'éducation. Et avec l'engagement, comment on fait pour s'engager? Hier soir, on me disait, tu vois, j'étais à Montpellier, on me disait, un monsieur, que je salue s'il est là ce soir, il me disait, franchement, je ne sais pas comment tu fais. Et comment vous faites tous
pour résister à ça, pour vous engager, pour être visible. Parce que visible, on n'est pas visible version les anges de la télé-réalité, hein. Ou sur des Ça, YouTube, ou des make-up, non, tu vois, sur des make-up de YouTube où tu as 1 million ça, d'abonnés, c'est ou à faire sûr, comme a ça, fait avec c'est sûr. Carlito, à faire des galipettes à l'Élysée. Nous, ben, on est visible, mais c'est pas le bon côté de la visibilité, manifestement. On n'a Mm, pas pris le meilleur mm. chemin, tu vois. Et il Non. me disait, je sais pas comment vous faites. Eh ben, comment on fait? On essaye de résister parce qu'on estime que c'est inadmissible ce qui se passe aujourd'hui et qu'on essaye de donner une autre vision de ça. Mais ça coûte cher. Et c'est aussi dans cette idée-là que j'essaie de transmettre en disant que l'engagement coûte cher, mais il apporte beaucoup. Il apporte beaucoup. Et cette humanité, avec nos défauts, avec nos qualités et nos défauts, et les défauts, j'en ai l'appel. Je peux t'assurer que j'en ai l'appel. Et tant mieux, et je les assume totalement en plus, parce que je pense que c'est ça aussi l'aspérité d'un être humain. Je pense que c'est ça son aspérité. À savoir aussi être suffisamment intelligent pour essayer de gommer ceux qui sont absolument inutiles et qui sont pénibles pour tout le monde, et surtout pour soi-même. Voilà. Mais je veux dire par là, c'est que j'ai envie de parler d'altérité dans ce livre-là, et j'ai envie de parler effectivement de cette immanence à exister, à s'engager et à vivre pleinement. Et je finis par là. Nous ne sommes que de passage. Je n'apprends rien à personne ce soir pour dire que nous sommes que de passage, manifestement. Mais tout de même, euh, l'intérêt de notre pays, moi, me dépasse. C'est-à-dire que ce pays, je te le dis, le jour où je disparaîtrai, j'ai envie simplement de me dire pendant une fraction de seconde que j'ai œuvré et que peut-être à mon tout petit niveau, à mon infinitésimal niveau, j'ai œuvré pour qu'il aille un peu mieux. Ou qu'il soit moins noir, qu'il soit moins sombre, moins apocalyptique. C'est en ce sens que j'ai écrit Tu es né dans la tempête, et mon fils le lira ou pas, mais c'est en ce sens que je me suis dit, quoi qu'il advienne de moi, il y aura ça. Oui. Bah écoute, hein, Voilà. je sais plus quoi dire. Bravo. En tout cas, c'est c'est un peu un plaidoyer Mm. que je partage bien évidemment à 100%, à 1000% même d'ailleurs. Avant de terminer l'émission, tu vois, il y a plein de choses dans ton ouvrage. Par exemple, à un moment donné, à page 17, tu écris: Quand un pouvoir insulte son peuple, il Mm. perd en premier le droit à imposer sa loi. Quand il le frappe, il perd à terme le droit de le gouverner et s'expose légitimement à son courroux et à sa fureur. Là, Mm. j'avoue, je partage complètement. Un peu plus loin, tu écris aussi: Le mépris est une porte d'entrée avec ses sourires ironiques, ses plaisanteries entre initiés qui en écartent ceux qui n'ont pas les codes. Mm. C'est l'endogamie, car l'endogamie, pardon, est une forme contemporaine du totalitarisme. Ah Mm. oui, non, mais j'avoue que dans ton livre, c'est plein de paragraphes comme ça ou que je ne peux que partager et être complètement d'accord. Et puisque tu parlais de la majorité des gens, ma foi, qui est quand même assez indolente, mais malheureusement, Mm. moi, j'arrête pas de le dire aussi, et malheureusement, on a une majorité de gens qui Mm. sont enfermés dans leur précaré. Et tu écris, page 32 d'ailleurs: Nous voilà entrés dans l'empire du leasing, des Mm. vacances, all inclusive, entre guillemets, et du crédit conso, qui sont les symptômes d'une régression profonde de notre civilisation. Mm. En réalité, tout ce que tu viens de dire est tout à fait résumé et très bien écrit donc dans ton ouvrage. Et j'aime bien la conclusion aussi Mm. de ton ouvrage, c'est Ferme ce livre, mon fils, ouvre ta vie et n'oublie jamais. Alors même que tu es né dans la tempête, deviens un homme et ne baisse jamais la tête. Mm. Franchement, Nicolas, Mm. bravo à toi. Bravo Non, à mais toi. Je vois qu'on est dans le même combat, toi et moi et quelques autres, mm. depuis toujours, en fait. Depuis toujours. Oui, Ben oui, oui, il faut pas baisser, il faut clairement pas baisser la tête, mais tu vois, pas baisser la tête, c'est facile de dire ça. Je oui, l'écris, mais je l'ai dit, c'est la fin. C'est pour ça que j'explique dans le livre pourquoi. Parce que pas baisser la tête, il faut avoir les armes pour pas baisser la tête. Et c'est je pas parle pas faux. d'armes, je parle des armes intellectuelles. Oui, oui, bien Je, sûr. je parle des armes intellectuelles, une nouvelle fois. Comme l'histoire long comme le bras et tout, je préfère être clair avec tout ça. Mais il vaut Euh, mieux, oui. Parler voilà, je ton préfère petit être clair tour, avec il tout vaut ça. mieux, oui. Parce que Voilà, sinon, c'est pour ça. tout peut être Ouais, ouais, très ouais, ouais, ouais. facilement mal Et interprété. voilà. Non, mais c'est ouais, et il y a des dessin en plus. Donc quand je parle des armes, il faut avoir les armes intellectuelles pour le défendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme on te dit, il faut juste travailler, c'est facile, on travaille, on y arrive.
Non, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Ne pas baisser la tête, c'est la capacité, à un moment donné, comme je l'ai expliqué dans cette émission, c'est de se remplir et de devenir épais, et avec cette densité, cette humanité. Et c'est en ce sens qu'on ne baisse pas la tête. Parce que si jamais tu as des convictions des convictions en forme ou en texture de tuyau d'arrosage, ta tête, tu vas la baisser et tu finiras à plat ventre, clairement. Mais c'est parce que, à un moment donné, tu es un citoyen, parce que tu as eu des valeurs, parce que tu es solidement tanké sur tes pattes arrière et que tu es capable de répondre, d'avoir de la répartie et de comprendre le monde qui t'entoure, que tu ne baisseras pas la tête. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait des abrutis. C'est pour ça que cette caste au pouvoir depuis 40 ans abrutit délibérément les gens. Pourquoi? Parce que quand tu abrutis délibérément les gens, mon cher Claude, eh bien tu en fais ce que tu veux. Tu les ubérises. Des gens qui sont abrutis, bah, c'est pas un problème d'intelligence, je préfère aussi préciser. Je dis pas que ces gens sont bêtes, je dis simplement que ces gens se sont laissés abêtir et abrutir, libéralement. Oui, C'est c'est pas un vrai. problème d'intelligence euh, circonstancielle, hein. C'est pas des gens qui sont bêtes. Les gens dont je parle et qui m'agacent au plus haut point parce qu'ils vivent dans mon entourage proche, ils sont pas bêtes, hein, loin de là, hein. Mais ils se sont laissés abrutir parce que c'est beaucoup plus simple, parce que c'est beaucoup plus confortable, mon cher Claude, parce que de Bien rien sûr. faire, de rester chez soi, poser son gros cul, je suis désolé, sur un canapé à regarder Netflix, aller scroller sur Instagram et le lendemain aller au boulot et dire bon, mais c'est pas grave, mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fasse, on peut rien faire d'autre. Et puis de toute façon, je m'en fous. Moi, ce soir, j'ai Basic Fit et Paddle. Et ben, je m'en fous. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus confortable à vivre comme ça. Alors, c'est Bien sûr que sûr. quand tu disparais, manifestement, ta densité, elle est quand même, c'est comme l'empreinte carbone de certains écolos. C'est sûr. Mais la réalité, c'est que ne pas baisser la tête, c'est un long cheminement. C'est un Oui. long cheminement qui ne peut pas, on ne peut pas décréter ne pas baisser la tête, en fait. On ne peut pas décréter de ne pas baisser la tête. C'est un travail, c'est une abnégation aussi, c'est une forme de résilience, une forme de résistance aussi, c'est une forme de certaine forme de folie également. Il y a une certaine forme de folie à ne pas baisser la tête aujourd'hui. Aujourd'hui, ne pas baisser la tête, c'est une forme de folie, hein. Clairement, face à des gens comme ça, c'est sûr. Et Ah, on voit ce qui nous arrive à tous, hein, bien entendu, et c'est pas fini, tu vas voir. ouais. Et voilà. Et je veux dire par là, c'est que c'est en ce sens que je me suis dit, c'est pour ça que, et tu fais bien de terminer là-dessus, parce que c'est comme ça que j'explique dans ces 49 pages, et tu arrives à la dernière, à la 50e, mais c'est comme ça que j'essaie de donner ce qui, moi, me semble extrêmement important pour essayer de ne pas baisser la tête et bien sûr, surtout, de faire que la citoyenneté et se poser des questions deviennent plus un délit. Voilà. Et pour résister, il faut avoir aussi une forme, je dis une forme de courage, concrètement. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont, et même les anonymes qui sont là et qui font les manifs. Pour faire s'engager comme ça, même de façon anonyme, il faut avoir une certaine forme de courage et c'est heureux dans un pays comme ça et c'est ce qui donne beaucoup d'espoir en tout cas. Voilà. Eh ben, Nicolas, un énorme merci. On arrive, ça y est, on arrive à quasiment à 1 heure d'émission. Écoute, en tout cas, amis internautes, vous avez compris, Mm. Mm. hein, procurez-vous ce livre. Franchement, Mm. il faut. Voilà, procurez-vous-le. Et puis, surtout, incitez les gens à se le procurer et à le lire. En fait, je Mm. rejoins tout à fait Nicolas. Je veux dire, tant qu'il n'y aura pas une majorité de gens qui va se bouger, Mm. problème, on aura du mal à s'en sortir. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont réveillés depuis les Gilets jaunes, Oui. c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont réveillés depuis l'époque Covid, mais ce n'est pas encore assez. Il faut encore qu'il y ait encore un peu plus de gens et encore un peu plus qui se réveillent parce que, bah, force est de constater que, et là, je vais pas revenir sur tout ce que Ouais. Nicolas a dit ce soir, mais euh, quand il y a 700 personnes qui manifestent dans une ville comme Montpellier qui compte à peu Mm. près 400 000 habitants, Ouais. Mm. bon, voilà, Ouais. il y a rien à Ça, faire, quoi. ouais. Et ça pose la question en tout cas. Ça pose beaucoup de Ça, questions, mais en tout cas, voilà. On garde espoir, mon cher Claude, et nous sommes là pour essayer bah, de. Voilà. on le fait, nous on continue de toute façon. En tout cas, Nicolas, un énorme merci d'être venu nous voir. Franchement, c'était un plaisir et à refaire donc, hein, à Bien refaire sûr. sans hésitation. Voilà, amis internautes, un Ouais. énorme merci d'avoir suivi l'émission. Merci aux modérateurs parce que je Ouais. sais qu'ils travaillent Mm. au silence et Ouais. derrière, devant leur clavier pour faire en sorte que le chat ressemble à quelque chose de cohérent, parce que là aussi, il Mm. faut évidemment filtrer. Nicolas, merci beaucoup.
Franchement, à bientôt. De toute façon, on aura l'occasion de se retrouver, de se croiser et Oui, de mais je n'en doute pas un participer. seul instant. Je n'en doute pas Voilà, un seul moi non instant. plus. Et puis en attendant, bonne continuation à toi. Eric, un grand merci pour la partie Merci, ouais. technique. Merci Merci à beaucoup. vous, amis internautes. Et pour ma part, je ne pourrai pas faire d'émission mardi prochain ni mardi d'après. Donc, ça sera donc Eric qui va assurer mon émission mardi prochain et le mardi d'après, parce que moi, je pars, je vais être en dédicace, conférence, etc. Et en réalité, moi, je vous retrouverai le mardi 30 juin avec un invité que vous connaissez tous, amis internautes, puisqu'il s'agira de Thierry Messant. Hmm. Voilà. Sur ces bonnes paroles, un grand merci, Nicolas, encore une Merci fois. beaucoup. Hmm. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Salut, bye bye, la démocratie. Salut à tous. Ciao. Ciao, ciao.